Allez-y. Soit g de r dans R deux fois dérivable telle que g seconde continue. Montrer que quel que soit a et x appartenant à R, l'intégrale de a vers x de x moins t, g seconde de t d de t égale à g de x moins g de a moins x moins a fois g' de a. Oui, oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous proposez là pour montrer cette relation? Avez-vous une idée? On va faire une intégration par partie. Intégration par... C'est quoi la variable qu'on va prendre? U' et U. On va prendre ça. U', g seconde de U'. Et l'autre, c'est x moins t et g. Voilà. Et ça, c'est V. Alors, on peut voir, on va voir ça. Alors, donc l'intégrale de a à x moins t, g seconde de t, d de t. Vous m'avez dit, on va prendre ça, c'est U', et l'autre, c'est V de t. On va voir qu'est-ce qu'il va donner. Donc ça donne donc les primitives entre eux, donc V fois U, et donc c'est x moins t fois g de prime de t. Ça entre a et x. Moins, on doit intervertir là la dérivée. Par exemple, la v et u', donc elles seront v prime et u. Voilà. Moins l'intégrale de a à x, v prime c'est moins 1, donc c'est plus g prime de t. Ok. Donc là, je remplace. Si je remplace par x, j'aurai 0. C'est 0. C'est x moins, c'est 0, donc c'est moins x moins a, g de a. Oui, plus la primitive de ça, c'est g de t. Entre a et x. Je crois que... Ouais, voilà, c'est bon. Le problème est résolu. G de t, g de x, g de a. Ok, c'est bon. Donc, avant de faire ça, il s'agit de raffiner un petit peu la rédaction. On va dire que les fonctions, donc cette fonction-là doit être une fonction voilà, donc dérivable, dont sa dérivée soit continue. Bon, donc déjà on a cette fonction-là, g, qui est associée et 2 fois dérivable, donc on a bien les conditions. Mais le plus important, c'est que les u et v, pour nous le u c'est g', d'accord? Voilà, donc le u c'est g', et le v c'est x moins t. Voilà. Donc v c'est la fonction t qui est associée x moins t. Sont bien des fonctions, sont des fonctions dérivables, dont ces dérivées sont continues. Ces dérivées sont continues. Et donc, puisqu'ils sont dans les dérivées sont continues, donc une intégration par partie conduit à, on va écrire ça, d'accord? Donc une intégration par partie conduit à, alors, et on va voir ça. Avant de dire ça, on doit fixer les paramètres a et x, d'accord? Donc là, on va écrire juste en haut, soit x appartient à R. A et x appartiennent à R. On a, c'est bon, ça, toutes les choses sont fluides maintenant, on a ça, intégration par partie, il va donner le résultat. Parfait. Ok, donc ça c'est pour la première question.
On passe à... Vous pouvez encore, je te donne encore une autre méthode. Vous pouvez par exemple considérer cette fonction-là. C'est, par exemple, on l'appelle h, d'accord? Et je considère cette fonction-là, je l'appelle par exemple j'ai déjà donné, je l'appelle f par exemple, et donc tu peux dériver les deux, d'accord? Et les dérivés sont égales. Voilà, donc tu dérives ça avec ça. Et si les dérivés sont égales, f égale à dérivée de g sur r par exemple. Voilà, donc bien sûr tu dois choisir le paramètre là, l'un soit fixe, donc soit a appartient à r. On a quel que soit x appartient à r, f' de x égale à g' de x. Alors, est-ce que je peux dire que les deux fonctions sont égaux? Non, pas nécessairement. Oui, et donc ils sont égaux avec un signe ou bien une constante près, c'est ça? Donc, normalement, si on fait ça, donc on aura la dérivée de ça, ça donne exactement la dérivée de l'autre. Et donc, on va dire que donc il existe un C, une constante, quel que soit x appartient à R. F de x égale à g de x plus c. Exactement. Voilà. Et donc, nous, on cherche à trouver le C. Donc, on doit, par exemple, prendre une valeur de x, évaluée par un x, ce que vous voulez. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous proposez pour le x, là, qui est simple? Le A. Voilà, exactement. L'idée la plus naturelle, c'est de prendre le A. Et donc, ça donne donc 0, normalement, d'accord? Donc, pour x égale à A, on trouve 0 égale, et pour g de A moins g de A, c'est 0, moins 0, c'est encore 0. Et donc, la constante, c'est 0. Et par suite, voilà, on a trouvé la valeur de la constante. Et par suite, là, quel que soit x, voilà. Donc, quel que soit x appartient à 1, f de x égale à g de x. En fait, le a étant fixé d'une manière arbitraire, vous voyez, soit a, indépendamment de tout ça, d'accord? Et donc, on peut conclure ainsi, quel que soit a, quel que soit x appartient à r, on a l'égalité suivante, d'accord? L'intégrale de a à x moins t égale g de x moins g de a moins x moins a g prime de a. Parfait, c'est bon. Donc voilà, ça c'est une autre méthode. Méthode 2. Ça, méthode 1. D'accord. Oui, on passe maintenant à une autre question. Alors, oui, on continue, considérant la fonction suivante. Considérons f défini de 0,1 dans R, continu, et phi oméga de R dans R défini par quel que soit x appartenant à R, phi de x égale l'intégrale de 0,1 f de t sinus x t de t. Gamma de x égale l'intégrale de 0,1 t fois f de t cos x t d de t. Montrer que quel que soit u et v appartenant à R, la valeur absolue de sinus u et sinus v inférieure ou égale à la valeur absolue de u moins v. Oui. Alors, qu'est-ce que vous proposez dans cette question? Avez-vous une idée? Comment peut-on traiter les inégalités d'interprétation finie. Exactement.
Oui. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'elle dit l'inégalité des accroissements finis? Si une fonction elle est continue, elle admet un maximum sur i, alors la valeur absolue de f de x moins f de x moins f de y sur x moins y est inférieure ou égale au maximum. Oui, mais c'est pas f, c'est la dérivée de f. D'accord? Voilà. Qui maximise la valeur absolue. On va voir ça ensemble. Par exemple, je vais prendre ça. Alors, l'inégalité des accroissements. L'inégalité des accroissements finis. Voilà, donc ça c'est f de... Ok, donc regardez là. Donc l'inégalité des accroissements finis, je vais prendre A et B. Donc f il est continu à valeur dans Rn. Une fonction continue sur AB, dérivable sur l'ouvert, et on suppose qu'il existe un M, un majorant, d'accord, tel que pour tout T appartiennent à AB ouvert, f' de T, voilà. Donc la plupart des fonctions que vous avez travaillé sur, ils sont en valeur dans R ou C, d'accord. Mais normalement, l'inégalité, elle est aussi valable dans Rn, d'accord. On va le voir ça après. Donc f' de t inférieur ou égal à m, d'accord? Alors vous avez cette inégalité-là. Voilà, c'est ça l'inégalité des accroissements finis. Ok. Donc, je vais l'insérer. Pour le théorème des accroissements finis, vous connaissez le théorème? Oui. Donc la fonction est la valeur dans R, une fonction continue, dérivable. Voilà, toujours la dérivabilité sur l'ouvert. Vous voyez, vous remarquez ça. La continuité sur le fermé, c'est toujours. Alors il existe un C appartenant à B tel que vous avez ça. Voilà. Ok, donc voilà, donc je vais les insérer pour qu'ils soient accessibles. Inégalité. Et le théorème des accroissements finis. D'accord. Donc, comme vous m'avez dit, on va travailler avec l'inégalité des accroissements finis. Donc maintenant, il s'agit de localiser ou bien de bien choisir les points A et B. Oui, qu'est-ce que vous proposez? On prend A le minimum de U et V et B le maximum de U et V. Ok, c'est bien. Ou encore, on peut faire mieux. On peut faire par exemple un travail avec U inférieur, voilà, inférieur à V ou l'autre cas dans F supérieur inférieur. Ok, voilà. Et l'autre cas égal, donc ça découle trivialement, parce que vous aurez sinus U moins sinus U, c'est 0, il est inférieur ou égal à 0. D'accord? Ok, donc la question 2A, soit U et V appartiennent à R fixé, tel que le U est inférieur à V. D'accord. Donc là, la fonction f, je vais considérer la fonction mise en jeu, c'est quoi la fonction? Sinus. Voilà, qui est associée t de UV sinus de t. Elle est comment? Elle est continue, c'est ça? Continue sur le fermé, le segment fermé. Et dérivable sur ouvert. Très bien. Dérivable sur l'ouvert UV. Oui.
Et quoi encore? Quel que soit t, quel que soit t appartenant à UV, sinus de t est inférieur à 1. voilà. Oui. En fait, ça, il est valable juste, donc, il est valable en fait sur R tout entier, c'est ça? Sur R. Oui, mais nous, on cherche juste à avoir ça sur UV, d'accord? C'est ça qui nous intéresse. Donc, valeur absolue de sinus t est inférieure ou égale à 1. Très bien. Oui, donc d'après l'inégalité des accroissements finis, on tire que, quel que soit, ou bien voilà, f de U, f de V, c'est ça? C'est-à-dire, c'est quoi f de V? C'est sinus, moins sinus U, en valeur absolue, elle est inférieure ou égale à, le M pour nous c'est 1, et donc c'est valeur absolue de V moins U. C'est tout, d'accord? Donc ça c'est juste dans le cas où U est inférieur à V. Donc on va dire là, U et V jouent des rôles symétriques, on tire également, donc comme U et V jouent un rôle, ou bien des rôles symétriques, on tire, bien, on peut trouver que quel que soit U et V appartiennent à R, tel que maintenant le V elle est inférieur à R, voilà, la même inégalité. Et le cas U égale à V, elle est trivialement vérifiée. Le cas ainsi, quel que soit U et V appartient à R, vous avez sinus U, bien sinus V, c'est la même chose. Sinus U, elle est inférieure ou égale à valeur absolue de V moins U. Très bien. C'est bon, donc on a répondu à cette question-là. On passe à l'autre question. Oui, on déduire que la fonction. Oui. Fonction continue sur R. Ah, voilà. Donc on déduire, normalement, on doit utiliser ce qui précède. Oui. Ce qui précède. Donc vous rappelez comment on appelle ce genre de fonction qui vérifie ces inégalités? Ce sont des fonctions. Une fonction K lépchidien, avec le K pour nous, c'est 1. Donc elle est 1 lépchidien. D'accord? Vous n'avez jamais rencontré ce terme-là? Non. Son K, epsilon. Ok. Alors, regardez là, une fonction sur un intervalle est dite K lépchidien lorsqu'on a l'existence d'un K. Vous voyez? Donc on a un K appartient à R+, tel que f de x moins f de y est inférieur ou égal à k x moins y. Le cas où k est inférieur strictement à 1, on dit qu'elle est contractante. Voilà. Donc, une fonction qui est k lépchidien, elle est uniformément continue. Vous n'avez pas vu, je crois, cette notion. Oui.
Mais une fonction qui est uniformément continue, elle est forcément une fonction qui est continue. Donc là, toutes les fonctions qui vérifient une inégalité comme ça, on peut montrer qu'elles sont continues. Voilà. Et donc, on va investir sur ce point-là. On cherche à montrer, au lieu de montrer la continuité d'une façon normale, donc on va la montrer en utilisant la lipschitzianité de cette fonction qui est dedans, c'est U. D'accord? Voilà. Donc, une fonction, donc toute fonction qui vérifie ça. Alors, toute fonction lipschitzienne et continue. Voilà. Oui, on peut montrer ça en fait. Allez-y, on va faire ça. Après, on va passer à phi. D'accord? Pour déduire la continuité de phi. Comment peut-on montrer qu'une fonction lipschitzienne est continue à partir de là? Si je te donne une fonction qui vérifie cette inégalité et je veux montrer qu'elle est continue. C'est quoi une fonction continue? F est continue. Et continue. Ça veut dire la limite de f de x lorsque x tend vers a égale à f de a. Oui, en A, c'est-à-dire que la limite f de x lorsque x tend vers a égale à f de a. Oui. Ou encore, c'est la limite lorsque h tend vers 0 avec un changement de variable, f de a plus h égale à f de a. Oui. Et donc, on peut faire ça ici. Allez-y. Tu peux choisir ce que vous voulez, la définition, ce que vous voulez. Donc, soit A appartient à I. Donc, la fonction, elle est lipschitzienne sur I, bien sûr. D'accord? Lipschitzienne sur I. Soit A appartient à I. Donc, nous, on cherche à montrer que la limite est égale à f de A. Donc, on a f de x moins f, ou bien quel que soit x appartient à I, quel que soit x appartient à I, f de x moins f de a, elle est inférieure ou égale à K fois x moins a. Voilà, k fois x moins a. Et alors, c'est quoi la limite alors, lorsque x tend vers a? C'est f de a. C'est f de a, exactement. Lorsque x tend vers a, ce terme-là tend vers 0. Et d'après le théorème d'encadrement, ça tend vers 0. D'accord? Donc, quand x tend vers a, f de x moins f de a tend vers 0. Ainsi, la limite de f de x égale à f de a. Et ça, lorsque x tend vers a. C'est tout. Voilà ce qu'on a. Donc, on a démontré que toute fonction lipschitzienne, K lipschitzienne, est continue. Ok, donc on passe maintenant à notre fonction phi. On veut montrer qu'elle est continue. Oui, allez-y. Donc on essaie de la montrer qu'elle est lipschitzienne. Ok, pour justifier la continuité. Oui, donc f de, on va prendre deux paramètres dans R. Alors je vais prendre x et y pour la question de B, soit x, y appartiennent à R. On a phi de x moins phi de y en valeur absolue. Oui. On peut laisser la valeur absolue juste après, d'accord?
On calcule maintenant. Donc, phi de x moins phi de y, ça donne quoi? C'est l'intégrale de 0,1 f de t sinus xt de dt, moins l'intégrale de 0,1 f de t sinus yt. Exactement. Sinus, ou bien cosinus, bien sinus y. Oui, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Moins fonction intégrale. Exactement. On va tout mettre dans la courbe intégrale. Exactement. Sinus. Sinus xt moins sinus yt. Oui. Et maintenant, pour utiliser ce fait-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous voyez là? On a sinus xt moins sinus yt inférieur à xt moins yt. Oui, mais avec une valeur absolue, c'est ça? La valeur absolue. Ok. Donc, on va faire la valeur absolue de ça. Donc, valeur absolue de phi de x moins phi de y égale à normalement la valeur absolue de ce truc-là. Et cette valeur absolue, elle est inférieure ou égale à quoi? Valeur absolue de l'intégrale. Si vous avez par exemple l'intégrale de f de t entre a et b, il est inférieur ou égal à l'intégrale de la valeur absolue. Oui, l'intégrale de la valeur absolue. Oui. Le plus important, c'est que a inférieur à b. Que les choses sont justes. C'est bien le cas, donc ça, il est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0, valeur absolue de f de t, valeur absolue de sinus, moins sinus y. Oui. Et maintenant, on doit utiliser 2a, d'accord? Avec notre paramètre u et v. Le u pour nous, c'est xt. Et le v pour nous, c'est voilà. Donc ça, elle est inférieure ou égale vt sinus ou bien xt moins y. Oui, donc je fais sortir le x, d'accord? Donc c'est x moins y, pas valeur absolue de t, mais t est entre 0 et 1, déjà il est positif. Ok, donc on fait sortir x moins y parce qu'il est indépendante de t. Donc c'est x moins y à l'intégrale. Oui, donc on laisse là l'intégrale de 0 à 1 f de t fois t de t. Alors, le plus important pour nous, avant de penser à prendre ça, c'est n, on cherche à voir s'il existe bien ou non. Et pourquoi cette intégrale existe? Parce que f est continue entre 0 et 1. Exactement, toute fonction continue, donc toute fonction continue, donc d'intégrale est, d'accord, son intégrale existe, d'accord. Fonction continue sur un segment et Riemann intégrale. Et donc là, puisque f est continu, d'accord, sur quoi? Sur 0,1. D'accord. Sur 0,1. Oui, donc f est continu sur 0,1. Donc t de 0,1 qui est associé t f de t, là aussi continu sur 0. Par suite, l'intégrale existe.
Ok, donc puisque ça existe, donc on peut le noter par exemple un certain m, d'accord? On note m, cette valeur-là, la valeur de cet intervalle. C'est bon? Donc maintenant, notre fonction est m l'epsilon, d'accord? Voilà, donc elle est continue. Ou bien, ou bien tu peux sans faire apparaître ça, sans dire toute fonction de fusion continue. Donc en faisant tendre x vers, ou bien donc tu laisses un paramètre fixe et tu fais tendre l'autre vers lui, d'accord? Voilà, soit en utilisant ça, soit vous pouvez utiliser ce que vous voulez, d'accord? Donc quand, ou bien la limite lorsque y tend vers x de f de y égale à combien? F de x. Voilà, f de x. Ainsi, f est continue en x. D'accord? Donc, elle est continue en x, x étant quelconque. D'accord? Donc, f est continue x. Voilà. Quelconque. Sur R. Ok, maintenant on passe à l'autre question, 3A. D'accord? Attendez. Donc je peux en fait ouvrir ce fichier là chez vous pour que vous voyez. Vous aurez 2 pages maintenant, attendez. D'accord. Alors, oui. Donc normalement, vous aurez 2 pages, l'une qui contient l'énoncé et l'autre contient l'écriture, c'est ça? Oui. Parfait. Vous pouvez jongler entre les deux et pingler ce que vous voulez pour voilà, voir les choses. Ok, donc on passe maintenant à une autre question. Ah oui, donc 3A. Oui. Montrer que quel que soit U appartenant à R, la valeur de sinus U moins sinus V, moins U moins V cos V est inférieure ou égale à U moins V au carré sur 2. Oui, c'est ça. Donc on doit choisir, on doit utiliser ce qui précède en fait. On doit pas. En fait, on a plusieurs méthodes pour résoudre cette question-là, mais donc il y a quelqu'un qui pense, par exemple, à enlever la valeur absolue et montrer 2 inégalités. Par exemple, il va prendre son paramètre, par exemple U, il va montrer que h de U, elle est comprise entre g, par exemple, de U et f de U. Mais ça prend du temps, d'accord, pour montrer, par exemple, l'une des deux, comme ça, ce bloc-là et cette inégalité-là. Donc, ce sera pas un bon choix. Donc, on doit choisir une bonne méthode. Alors, on doit penser aux autres questions qui sont là. Oui, on a déjà utilisé ce fait pour montrer ça. C'est la première question. Voilà, la première question n'est pas encore utilisée. Alors, on doit identifier la fonction g. Pour nous, ce sera Sinus. Exactement. Donc, en utilisant la première question, avec G
Donc, le plus important, c'est que G soit deux fois dérivable. Déjà, la fonction sinus est deux fois dérivable, donc c'est dérivé deuxième et continu. OK. Et donc, l'intégrale, oui, avec ce choix-là, on doit identifier le U et V. Qu'est-ce que vous prenez, par exemple, le X soit U ou le V ou A. OK. U, V. Pourquoi vous avez choisi comme ça ces paramètres? Avez-vous des arguments? On a dit que la forme de G de X moins G de A moins X moins A. Ouais, j'ai pris le Ah oui, tu as regardé là. Donc le X, c'est le U. X, c'est U ou le A, Très, c'est très V. bien. Très bien. Donc c'est X. Donc pour nous, c'est U moins T. G seconde. C'est quoi G seconde? C'est sinus X. Non, ça c'est G. Moins. C'est moins sinus X. OK. D de T. Donc bien. Une fonction. Deux fois dérivable. Dans G seconde et continue. Ou bien où G seconde et continue. OK, donc ça donne donc l'intégrale de G, donc G de X, donc c'est-à-dire G de U, sinus U, moins sinus V, sinus U moins sinus V, moins U moins V, sinus A. voilà, U moins V, sinus, moins V, sinus, G prime. Donc c'est quoi G prime c'est cosinus. Cosinus. Voilà. Dérivé de sinus, ça sera cosinus. Cosinus. OK. C'est bon. Oui. Et maintenant, c'est bon. D'accord. Donc maintenant, on doit prendre donc sinus U moins sinus V moins U moins V cosinus V. Voilà. On va faire la valeur absolue de ça. Oui, on essaie de majorer quelque chose, c'est ça. Donc, d'abord, on doit fixer les paramètres. Donc, toujours, lorsque vous voyez U et V, quel que soit, donc normalement, vous devez prendre les paramètres, soit fractionnaire. On a donc ça en valeur absolue. Il est inférieur ou égal L'intégrale de la valeur absolue de ou bien égal directement la valeur absolue de l'intégrale suivante qui est lui-même inférieur ou égal à l'intégrale de la valeur absolue. Voilà. Valeur absolue sinus. Là, vous avez sinus T, c'est ça? Ouais. T, ici, T. Sinus T. U moins T. Il est comment? U moins T, il est déjà positif, c'est ça? Ouais. Donc, c'est pas besoin de faire. Oui. Parce que le T qui est là, il est déjà inférieur à T. Voilà. Et donc, ça donne. Oui, on doit majorer ça, c'est ça? Oui. On a sinus T, la valeur absolue de sinus T inférieure ou égale à 1. Donc, on multiplie de côté par U moins T et on intègre.
D'accord. Mais attendez. Donc, vous m'avez dit que T, attendez, vous m'avez dit que T il est inférieur ou égal à, il est supérieur ou bien inférieur ou égal à U, c'est ça? Mais pourquoi? Parce Parce que, c'est entre U et V. oui, Mais si U est supérieur à V. voilà. Donc, c'est U, il est supérieur à V. Sinon, ce ne sera pas le cas. Alors, on doit supposer ça dès le départ, donc tel que, Mais إلا كان عندنا V supérieur à U اللي بغا تيتقلبوا حتى الفالور أبسولو ديال U moins T تيتقلب du coup كتبقى la même chose. oui, c'est la même chose. Mais ici, dans les calculs, on aura besoin de ce truc, d'accord, pour dire, donc, tel que U inférieur à V. Ok. Oui, c'est bon maintenant. Le U est inférieur à V, donc là, vous aurez l'intégrale de U à V. C'est ça. Maintenant, U moins V, elle est comment? U moins T est négatif, donc la valeur absolue sur les moins. Positif, voilà. Donc, ça sera T moins U. C'est bon. Maintenant, tout est clair. Donc, maintenant, on majore. Majore sinus par 1. Voilà. Et donc, on aura l'intégrale de U à V de T moins U de T qui est égal à son tour T moins U au carré sur 2. Voilà. Le tout Entre U et V, exactement. Je remplace maintenant par V. J'aurai 1 sur 2. V moins U au carré. Voilà. Pour le U, ça sera 0. D'accord. Voilà. Et donc, ce qui est exactement demandé, ce qui est demandé, c'est ça? Voilà. C'est demandé U moins V. C'est la même chose. V moins U ou bien U moins V, c'est la même chose. D'accord? Parce que vous avez un carré, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, on doit dire donc le cas où V, on vient juste dire V joue des rôles symétriques. Hein? On traite l'autre cas. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est juste, il s'agit de donc voilà. Donc U et V, comme U et V jouent des rôles symétriques. Le cas. Alors, le cas de V inférieur ou égal à U conduit à. Donc maintenant, à la place de U, on prend V. C'est bon? Voilà, donc conduit à sinus V moins sinus U moins V moins U sinus cos. Oui. Cosinus de U. On aura un problème. On aura besoin juste de V, c'est ça? Vous voyez? Donc on ne doit pas dire ça. Donc vous voyez ce qui est caché dans cette phrase-là, qui nous a mis à une chose qui n'est pas voulue. D'accord? On ne veut pas ça exactement. On veut avec V, c'est pas avec U. Alors, donc on traite l'autre cas doucement. Ok, donc si maintenant, si V inférieur strictement à U, on a donc l'intégrale
Donc avec les mêmes paramètres, d'accord? Moins l'intégrale de V à U, de U moins T, sinus T de T, égale à sinus U, moins sinus V, moins U moins V, fois cosinus de V. Ok, donc maintenant, on doit prendre la valeur absolue de ça. Alors, valeur absolue. Voilà. Donc, elle est inférieure. Donc, on va écrire égal. Donc là, vous avez un signe moins et V inférieur à U. Donc, on doit investir, voilà, dans ce signe-là. Donc, on le rend U à V, c'est ça? De U moins T, sinus de T de T. Ok, après, alors, on fait l'inégalité triangulaire. Donc là, le V, le U, en fait, moins T, est positif. Ou non? Non, négatif. Ah oui, le V, U moins T, le T est entre U et V, c'est ça? Le T. Le T est entre V et U. Elle est entre V et U. Ok. T, elle est entre V. La référence U moins T est négative. Donc U moins T, c'est positif. Regardez. U moins T. À partir de là. C'est positif. D'accord. Donc, ce qui change là, qu'est-ce qui change? C'est les bords, c'est ça? D'accord. Donc, c'est l'intégrale du plus petit vers le plus grand. Voilà. De valeur absolue de U moins T, qu'est-ce qu'on a dit? Elle est positive ou négative? Elle est positive. Elle est positive. Donc, c'est U moins T. Et voilà. L'autre? Sinus T. Sinus D de T. Là, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de sinus, ou bien l'intégrale de U moins T, D de T entre V et qui est égal à son tour U moins T avec un signe moins, c'est ça? C'est quoi l'intégrale de ça? Moins. Oui, vous pouvez me dire c'est quoi l'intégrale? C'est moins un demi U moins T carré sur 2. Ok. Donc, de V à U. D'accord? Et donc, ça donne U moins V tout carré sur 2. Oui. Parce que lorsqu'on a remplacé par U, on aura 0. D'accord? On aura 0. Voilà. Et ce qui est demandé. Ce qui achève la preuve. Achève la preuve. Oui. Donc là, on a écrit soit. Donc on n'oublie pas la conclusion. D'où, quel que soit, U et V appartiennent à R. Vous avez l'inégalité. Donc, ça, elle est inférieure ou égale à C. Ok, très bien. Ok, on passe maintenant à l'autre question. Oui. Vous avez l'énoncé chez vous, non? Oui. Ok, vous pouvez, ah oui, lire. On déduit que phi est dérivable sur R, on a phi prime égale à 0. Ok, donc on déduit que phi est dérivable sur R. Comment peut-on faire ça? Le dérivable. Donc c'est quoi une fonction dérivable? Sur R, donc c'est-à-dire qu'elle est dérivable en tout point de R, c'est ça?
Ok, je vais prendre soit x appartient à R, quel que soit limite voilà, phi est dérivable en x, ça équivaut à dire la limite lorsque x tend vers A est égal à f de x moins f de A sur x moins A appartient à R. voilà, existe. Ce qui équivaut à dire avec le h, c'est f de ah oui, donc il est dérivable en A, ça. En A. Ok, donc f de A plus h moins f de A divisé par h, soit appartient à. Oui. Donc normalement, on doit utiliser ce qui précède. D'accord? Alors, donc, par quoi vous voulez qu'on travaille? Par la première ou la deuxième? La première. Ok. Donc pour la première, donc soit A appartient à R. Oui, ils ont déjà donné la dérivée. D'accord? Vous avez une inégalité. Donc là, on peut dire, donc lorsqu'elle est réelle, donc ça donne f prime. Ça c'est f prime. F prime de A. Et donc ça équivaut à dire que ça, donc on peut le transférer vers l'autre côté. Et du coup, ce sera la limite suivante égale à 0. exactement. Ça égale à 0. D'accord? Donc c'est ça ce qu'on va faire. On va prendre phi de, on m'avait dit x, c'est ça? Phi de x moins phi de a, d'accord? Divisé sur x moins 1. Ou vous pouvez travailler avec le h, c'est la même chose. D'accord? Divisé par h, donc moins phi prime en a, d'accord? Phi prime en a, c'est-à-dire, c'est quoi phi prime en a? C'est psi, d'accord? Donc ça doit être, sa limite doit être égale à 0. Oui, donc phi de a. Exactement. Pourquoi j'ai utilisé ça? Parce que j'ai un encadrement là. D'accord? Je dois travailler avec. Alors. Donc, quand est-ce qu'on fait comme ça une limite? Lorsqu'on cherche à trouver cette limite. Mais ils ont déjà donné cette limite, d'accord? Donc, pas besoin de la chercher. Donc, il s'agit juste de travailler avec. Donc, phi de a plus h moins phi de a sur h moins psi de psi de oui, psi de a. Exactement. Oui. Donc on va calculer ça. Allez-y. Donc c'est quoi phi de a plus h? C'est l'intégrale. L'intégrale de 0 jusqu'à 1 de f de t sinus a plus h fois t de dt. F de t sinus a plus h a plus h t d de t. Ok. Moins phi de a. Si je remplace par a. Ah oui, donc ça donne moins. C'est la même chose. Avec moins AT. Sinus AT. Moins sinus AT. Ok, donc ça, de T sur H. On n'oublie pas le H. D'abord, on doit dire le H doit être comment? On a divisé sur H sans le fixe. Soit H appartient à R, H appartient à 1 étoile ou bien différent de 0, c'est la même chose. On a
Voilà. Donc divisé sur H. 2 de t. Vous avez moins psi de a. Regardez ce qu'on a dans psi de a. C'est moins t. On intègre T, F de T cos X. Ok. Donc moins t f de t cos xt. D de t. Ok, donc on va prendre L'intégrale. le même. Voilà. Bien sûr, tout ça avec l'intégrale. Tout ça dans l'intégrale. D'accord? Ok. Donc, on va prendre le même dénominateur. Et donc, ça donne. Même dénominateur, c'est-à-dire Moins HT. Ok. Là, vous avez f de t en facteur, donc on peut simplifier. Oui. Donc, f de t. Ah oui, déjà, on a f de t. Ok. Ok. Attendez. Oui, c'est bon. Donc, f de t en facteur de ça. Alors, donc, regardez. Est-ce qu'on a démontré une inégalité qui contient ça? Ouais. Voilà, qui précède. Oui, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, ça, elle est. Ah oui, donc on doit. Qu'est-ce qu'on cherche à montrer, nous? Non, on cherche à. C'est les dérivées. Oui, les dérivées. Ça veut dire que cette quantité. Les maîtres sont 0. Voilà, ça doit être vers 0. Ok. Et donc, pour montrer qu'elle tend vers 0, on peut utiliser sa valeur absolue. Sa valeur absolue tend vers 0, c'est ça? Donc, dans votre copie, vous pouvez introduire la valeur absolue après. Donc, on ne va pas prendre la valeur absolue dès le départ. Vous m'avez compris? Donc, juste après. Mais bon, donc là, la valeur absolue de ça, elle est inférieure ou égale l'intégrale de 0 à 1. Oui. Donc, il y a un h, je le laisse à l'extérieur, valeur absolue de f de t, et vous avez un facteur de sinus a plus h moins sinus at moins ht cosinus xt. Cosinus xt ou bien at? Cosinus AT. Cosinus at, oui. Parce que dépend de. Donc là, c'est a. Avec a, at. Ok. Et ça, dt. Donc ça en valeur absolue. Je vais prendre sa valeur absolue. Alors, là, on doit identifier encore les paramètres. Donc, ce qu'on a déjà, le U, le V, c'est quoi le U? A plus H sur l'autre A. Ok, donc on va prendre ça, c'est U, et V, ça sera AT, c'est ça? Juste A? La AT. Non, c'est AT. Donc c'est ça, c'est V. Ok, donc maintenant, avec ce choix-là, donc qu'est-ce qu'on a? Ça, il est inférieur ou égal à quoi? U moins V sur. Donc, valeur absolue de, ou bien U moins V. C'est quoi U moins V? C'est oui, donc c'est HT le au carré sur 2. Voilà. Donc en fait, ça avec le U, c'est avec le T, d'accord? Donc la soustraction, ça donne HT, c'est ça? HT. Il y a un carré sur 2, c'est ça?
dt. Ok, donc on peut faire sortir le h, voilà. Donc, ce qui donne h, l'intégrale de 0 à 1, f de t dt, T carré sur 2. t carré sur dt. Alors, on doit, avant de voir lorsque h tend vers 0, est-ce qu'on a bien l'existence de cette quantité-là? Est-ce qu'elle existe? Ouais. Pourquoi elle existe? Parce que f est continu. Voilà, comme f continue sur quoi? Sur 0, 1. Voilà, toujours il faut dire la zone où la fonction elle est continue. Donc elle est continue sur 0, 1, donc t de 0, 1, f de t, t carré sur 2, là aussi. Ok, donc l'intégrale suivante. L'intégrale existe. Voilà. Ok, donc maintenant, il nous reste qu'à faire... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Justifier les dérivables. Oui, la limite. Voilà. Donc, en faisant tendre h tend vers 0, c'est ça? Oui. Lorsque h tend vers 0, oui, qu'est-ce qu'on aura? Petit carré tend vers 0. Oui, parce que ça tend vers 0. Voilà. Ouais. Donc, quand h tend vers 0, on a cette quantité-là tend vers 0. D'après le théorème d'encadrement, Donc, la limite, c'est 0. Donc, c'est petit 2. le théorème d'encadrement, la limite suivante.